Nous remercions Boris Cyrulnik de nous avoir fait l'amitié d'être notre interlocuteur et de pouvoir nous inspirer sur une réflexion que nous menons à Toulon commun qui se propose de réfléchir à comment faire village dans une ville comme Toulon, une ville de 182 000 habitants, où beaucoup d'habitants nous disent qu'ils vivent dans des quartiers dont ils sentent qu'ils ont été abandonnés, où beaucoup d'adolescents tombent dans la violence. Comment le fait de faire village peut permettre d'accompagner des enfants, des adolescents qui peuvent se sentir perdus, et comment cette idée de faire village peut nous orienter vers un projet politique de la ville. Voilà les questions que nous avons proposé de réfléchir avec Boris Cyrulnik. Pourquoi faire village? C'est que la dimension de la familiarité ne dépasse pas 1500 personnes. Or, le tranquillisant naturel, c'est la familiarité. Dès l'instant où on peut connaître et nommer les gens qui nous côtoient, ou en tout cas savoir de quel endroit ils viennent, de quelle famille ils viennent, on se sent en sécurité. Le village, c'est la dimension humaine pour fabriquer de la familiarité où on se sent bien avec l'autre, on n'a pas peur de l'autre, et on voit par exemple que dans ma discipline, il y a les hospitalisations d'office qui sont où? Dans les grandes villes. La deuxième partie de ma réponse, c'est les adolescents. L'adolescence est un virage nécessaire où on doit quitter ce qu'on aime. Le surgissement du désir sexuel, on doit partir. La fierté de devenir un jour indépendant, on doit partir. On doit quitter ceux qu'on aime et ceux qui nous sécurisent. Ça veut dire que s'il n'y a pas de relais autour de la famille, les adolescents qui doivent quitter ceux qu'ils aiment ne sont pas accueillis dans la culture, donc ils deviennent errants, anxieux, désemparés, violents, les garçons plus que les filles. Ce que vous soulignez là, c'est le rôle vraiment très très important de ces acteurs autour de la famille, donc des acteurs qui peuvent être culturels, sportifs, des éducateurs, et donc tous les services que peut donner une ville à sa jeunesse, voilà, pour vous sont essentiels. C'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est d'abord, il y a le foie, d'abord la première niche sensorielle, c'est le ventre des femmes. Si la femme enceinte est sécurisée, le bébé se débrouille, il a autour de lui tout ce dont il a besoin. Si la mère est stressée, le bébé déglutit du liquide amniotique bourré de substances toxiques pour son système nerveux. C'est pas la mère qui est responsable, c'est le malheur de la mère. Qu'est-ce que peut être le malheur de la mère, une femme enceinte? La précarité sociale, la violence conjugale, la solitude, qui est un grand stress. Et là, les femmes enceintes, au lieu d'insécurisées, deviennent insécurisantes pour le bébé qu'elles portent. La deuxième niche sensorielle, c'est le mari. À la commission des 1000 premiers jours, on n'a pas su définir le père, parce que très souvent, il y a de plus en plus de femmes seules, surtout dans les grandes villes, et ces femmes seules cherchent à être moins seules, elles élèvent leurs enfants avec leur grand-mère, mais c'est la grand-mère qui devient le père. Parfois, elles élèvent leur enfant avec une autre femme, ce qui est légal. Quand elles sont deux, l'enfant se développe très bien. Quand elles sont seules, l'enfant se développe mal. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle de la parole. Et les bébés n'arrivent à la parole qu'en troisième année. Et le récit, c'est seulement 6e, 7e année, quand le cerveau est suffisamment mûr pour qu'il puisse se représenter quelque chose qui est absolument impossible à percevoir. La bataille en Ukraine, d'où vient ma famille, la filiation, Dieu, la vie après la mort, où est-ce que j'irai après la mort? C'est impossible à percevoir, ça a structuré absolument toutes les cultures. Et là, les journalistes, les fabricants de mots, les littéraires, les théâtreux, ont un rôle important à jouer parce que c'est eux qui portent sur la scène les problèmes de la cité. C'était le point de départ de la démocratie. On pose un problème, on en débat. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? L'incapacité de nos représentants politiques de parler
C'est-à-dire que on voit que dès l'instant où on n'accepte pas un débat démocratique, la violence apparaît. Et qu'est-ce qu'on fait quand la violence apparaît? La tendance spontanée, c'est de réagir par la violence. Et là, on embarque un cercle vicieux qu'on ne contrôle plus. Donc là, c'est les politiciens et les fabricants de mots qui jouent un rôle majeur. Il y a une indignation sélective actuellement. On parle de deux guerres, l'Ukraine et Gaza. Il y a 60 pays en guerre actuellement. Pourquoi est-ce qu'on a choisi? Parce que ces guerres parlent de nous. Et d'autres guerres bien cruelles, on n'en parle pas parce que qui se débrouillent, ils sont loin, c'est des Soudanais, c'est des Yéménites, c'est pas grave, qui se débrouillent. Eh ben non, c'est la condition humaine aujourd'hui, elle est globalisée. Et ça rejoint votre première question, c'est que quand la globalisation fait que chacun d'entre nous devient un étranger pour l'autre, on n'est pas rassuré, on ne sait pas comment lui parler. D'où l'importance du cinéma ou de la littérature, montrer la culture d'un autre, montrer qu'on peut penser autrement, qu'on peut aimer autrement, qu'on peut faire des familles autrement, qu'on peut croire dans d'autres dieux. Et à ce moment-là, ça devient un enrichissement. Mais si on pense qu'on est les seuls à avoir le bon Dieu, la bonne morale, c'est une déclaration de guerre. Il y a une étude qui a été faite, je ne sais pas si c'est le CEVIPOF, l'INED, etc., mais on a remarqué que quand un bar PMU disparaissait d'un quartier ou d'un village, les gens avaient tendance à voter extrême droite. Pourquoi? Si vous voulez apaiser les gens, augmentez les cafés, les bistrots. Parce que les gens iront au bistrot. Qu'est-ce qu'il y a au bistrot? Eh bien, on boit un verre et on bavarde. Et l'autre n'est plus un étranger. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de rencontres. Il y a l'écran qui nous capture, qui nous engourdit. On sait maintenant que l'écran modifie le fonctionnement du cerveau. Donc mettre un bébé devant un écran, c'est l'agresser cérébralement, c'est attaquer son cerveau. La relation humaine, c'est le désaccord, c'est la rigolade, c'est la taquinerie. Ça se fait dans un bistrot, ça se fait dans un PMU. Quand on parle de faire village, comme disait Magali, certes il y a les adolescents, mais il y a aussi les enfants. Ça veut dire que faire village, c'est la crèche, c'est le jardin d'enfants, c'est l'école, c'est l'association, c'est la colonie de vacances, c'est tout ça aussi. Mais comment toutes ces structures peuvent justement contribuer à ce que la vie sociale s'organise d'un mieux? Dès qu'un enfant parle, c'est-à-dire schématiquement la 3e année, 20e, 30e mois, donc la formation commence à la maternelle. Et c'est à la maternelle même qu'on apprend aux enfants à parler, qu'on apprend aux enfants à jouer, qu'on apprend aux enfants le tour de parole, qu'on apprend aux enfants l'interdit de l'inceste. Les enfants apprennent en jouant, en chantant, tout n'est pas permis. Tu as une pulsion, tu es en bonne santé, tu ne peux pas tout te permettre. Bien sûr. Même si c'est une pulsion biologique, il faut qu'elle soit structurée par les mots. Les mots de la crèche, les dessins animés, les jeux, les moulinettes, et en vieillissant, l'école, les professeurs, la littérature, et puis surtout le théâtre, le cinéma, où là, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais ça fait rien, c'est pas grave, c'est bien même. Parce que si on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on a une liberté intérieure. Dans les régimes totalitaires, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on est emprisonné, on est rééduqué, on est fusillé. On parlait tout à l'heure des mamans isolées qui vivent de l'insécurité. Comment on peut accompagner et remettre en confiance en quelque sorte, puisqu'on est à l'origine du parcours qui va être ensuite celui de l'ensemble des membres de la famille? Alors, vous avez prononcé le mot famille. La famille dite traditionnelle, avec maman, papa et moi, Oedipe, c'était la famille de Freud au XIXe siècle. Elle n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes font des familles recomposées, ils inventent d'autres formes de familles. Et John Bowlby dit la structure familiale la plus sécurisante, c'est une structure familiale à multiples attachements. La mère inévitable, puisque c'est elle qui nous porte, autour de la mère, de mon temps on disait c'était le mari, aujourd'hui les jeunes réinventent d'autres formes de famille.
Celui qui a fait l'enfant n'est pas forcément le père. Je dirige une thèse actuellement d'un Ivoirien. Et il m'explique qu'en Côte d'Ivoire, l'amant n'est pas le père. Allez dire ça à un occidental européen. Le père, c'est celui qui est du côté de la mère, celui que nous, on appellerait l'oncle maternel. Tous les hommes du côté de la mère sont des petits pères. Donc l'enfant n'est jamais seul. Il y a un père pour l'école, un père pour le chagrin, un père bien sûr pour le football, un père pour la loi, c'est le grand-père, le père pour la loi, un grand frère pour s'arranger avec la loi. Répartition des rôles en fait. Voilà, c'est ça. On assiste actuellement à un phénomène stupéfiant. Les enfants qui n'ont jamais été aussi peu battus n'ont jamais été aussi anxieux qu'aujourd'hui. Les femmes qui n'ont jamais été autant respectées qu'aujourd'hui, même s'il y a encore des progrès à faire, elles n'ont jamais été autant anxieuses, elles ne se sont jamais autant suicidées. Alors justement, si on reporte ces réflexions à l'échelle de la ville, on a une ville où les quartiers sont relativement ghettoisés, où on a des QPV, les quartiers politiques de la ville, il y en a 10 dans Toulon, qui sont isolés les uns des autres. Et nous, on pense que la mixité sociale et la mixité scolaire sont une réponse à cette problématique. Qu'en pensez-vous et de ce point de vue-là, quelle est votre réflexion? Alors, vous avez employé le mot ghetto. Moi, je vous propose un mot plus tragique. C'est les clans. On refait des clans. Ce trottoir m'appartient, ne marche pas sur ce trottoir. On refait des signes de clan, le tatouage, les poils. Le clan, c'est l'amour du même, la preuve, et la haine du pas même, la haine de l'autre. Mais parfois, c'est pas de sa propre volonté qu'on se retrouve dans un quartier où on est finalement placé avec les mêmes, comme vous dites. Mais c'est presque tout le temps, c'est pas de sa propre volonté. Les politiciens peuvent décider d'organiser l'alentour de la famille. Donc il y a des conditions culturelles, des conditions éducatives conscientes à décider. On sait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va le faire? Il reste à le faire. Voilà. On a un peu parlé des sociétés, mais il y a aussi une réflexion que nous souhaitons conduire des relations entre les hommes et la nature, des hommes et les animaux. Comment cette réflexion sur la relation de l'homme et la nature, elle peut enrichir notre propre réflexion sur la gestion d'une ville. Alors, votre question est stimulante et ma réponse c'est comment fait-on pour voir le monde? Pendant des centaines de milliers d'années, depuis Monsieur et Madame Sapiens, on a vu le monde en termes de hiérarchie. Dieu, le prophète, le roi, le prince, l'homme, la femme, l'enfant, les animaux. On a vu, notre vision du monde était en hiérarchie, donc rapport de domination. Qui va être le plus fort? Qui va avoir la loi? Si, pour répondre à votre question, on s'entraîne à raisonner en termes écosystémiques, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a un sujet en cours de construction, un enfant, un animal, une plante en cours de construction, avec des multiples pressions environnementales. Dès l'instant où on raisonne en termes écosystémiques, le monde d'un bébé dans l'utérus n'est pas le monde d'un bébé dans un foyer, n'est pas le monde d'un bébé quand la parole apparaît, n'est pas le monde d'un adulte quand la culture structure les récits et désigne celui qu'il faut haïr ou celle qu'il faut dominer. C'est-à-dire, avec ces mots-là, on a fonctionné pendant 300 000 ans. Comment faut-il raisonner en termes de hiérarchie, donc de domination, ou en termes écosystémiques, donc de collaboration? Juste une question, parce que moi je crois quand même si je suis très déçu, en la politique, et je me dis on arrive dans des élections municipales, alors on ne va pas rêver de la cité idéale, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour que ça aille un peu mieux dans les villes comme la Seine-sur-Mer, comme Toulon? On sait qu'il y a des problèmes de chômage, de précarité, de mal logement, etc. Toi qui as beaucoup réfléchi de façon archi différente chaque fois, qu'est-ce que tu préconiserais pour que ça aille un peu mieux? Alors, la réponse à ta question, c'est on voit se développer de plus en plus en France, en Italie, en Belgique, des cités éducatives.
C'est-à-dire que là, on invite tous ceux à participer à l'éducation, pas seulement les enseignants. Le moniteur de sport est un éducateur. Le petit orchestre est un éducateur. Tout le monde participe à l'éducation. Je pense qu'il y a des tas de jeunes qui ont plein d'inventions, plein d'idées, on peut faire des associations. L'association, c'est une forme de démocratie. Or, actuellement, il y a de moins en moins de budget. C'est ça. Donc il y a de moins en moins de budget. Or, c'est la démocratie qui permet de se civiliser. Je souligne le mot. Parce que là, dans une association, on peut organiser des randonnées, on peut organiser des concours de pêche, il y a des ateliers d'écriture qui se font. Qui les font? C'est pas fort. Il y a peut-être des professeurs d'université, mais ça peut être quelqu'un qui a le goût de l'écriture, qui rassemble des copains chez lui, au café. Mais parfois, on a le sentiment, je vois à Toulon, il y a plein de gens, il y a des instituteurs, des associations, des sportifs, des moniteurs, des gens, mais on a l'impression qu'ils se cachent, qu'ils sont culpabilisés, qu'ils n'osent pas sortir, qu'ils n'osent pas se dire on va participer à une vie collective, on va chanter, on va danser, avoir un projet commun, tu vois, on a l'impression que les gens ont peur de ça aujourd'hui. Oui, parce que l'individualisme ridiculise tous ceux qui veulent fonctionner. Le patronage a été ridiculisé, le bistrot est encore ridiculisé. L'excès d'individualisme ridiculise ces organisations nécessaires parce qu'elles ont la première réponse, ça a été la dimension humaine. Il faut que l'autre ne soit plus un étranger. Pour qu'il ne soit plus un étranger, il faut qu'on partage un projet, ce que vous venez de dire. Ça peut être un projet de randonnade, ça peut être un projet d'entraide, mais il faut qu'il y ait des poètes, il faut qu'il y ait des ateliers, il faut qu'on aille au théâtre. Vous avez souligné là, et je vous en remercie, le rôle du commun finalement. Alors vous me faites très plaisir parce que nous, notre collectif s'appelle Toulon en commun. Et ce que nous cherchons, c'est à la fois reconnaître les différences et la diversité à la fois des sensibilités, parfois des visions politiques, des origines, des milieux sociaux, etc. Comment on peut mettre le curseur entre ce qui fait nos différences et ce qui fait le commun, le collectif? Alors, l'homme seul n'existe pas. Un enfant sans altérité altère son cerveau, il n'apprend même pas à parler. Il faut une altérité, mais cette altérité peut prendre 1000 formes différentes. Et s'il y a une diversité, on parle beaucoup de la biodiversité, ce qui est nécessaire. On est en train de faire disparaître les oiseaux, les abeilles, on va le payer très cher, parce qu'il n'y aura plus de végétaux, et on n'aura plus de fruits, on n'aura plus de légumes. Il faut parler aussi de la nécessité de la psychodiversité. S'il y a une seule vérité, il n'y aura plus de psychodiversité, il n'y aura plus de débat, il n'y aura plus de projet commun. Il suffira d'apprendre la vérité du chef. Le danger de la vérité unique, de la dictature, c'est l'arrêt de la pensée. C'est très confortable. La servitude est très confortable. Je n'ai plus besoin de faire l'effort pour réfléchir. J'ai plus besoin de voyager, j'ai plus besoin d'accepter le désaccord. Un qui pense pour nous, quoi. Voilà. L'Allemagne était le pays le plus cultivé d'Occident. Des millions de gens ont accepté, ont gobé, pas de psychodiversité, une seule vérité. Dès l'instant où il y a plusieurs vérités, on va se disputer. Donc il y aura démocratie. Donc dès l'instant où il y a des lieux de parole, théâtre, bistrot, groupe de culture, groupe de n'importe quoi. Et là, les politiciens ont pour mission d'organiser des lieux de parole. Et alors là, ces lieux de parole, c'est des lieux où on ne sera forcément pas d'accord, mais il faut apprendre à parler. Alors vous allez nous conforter dans notre démarche, puisque nous, depuis 6 ans, tous les mois, nous organisons des assemblées populaires où nous nous situons dans un quartier, où nous discutons avec les habitants que nous invitons pour évoquer justement les problématiques de leur quartier et puis aussi les grands sujets de la mairie. Et donc on va dire cette culture de la discussion et de la démocratie participative, depuis 6 ans, nous la conduisons à Toulon en commun. Et nous avons bien l'intention de faire de ce petit laboratoire qui a été celui des assemblées une culture commune
dans la ville, parce il nous semble que Toulon manque de ces espaces d'échange, de discussion, où on se réapproprie finalement la réflexion sur le bien commun. Donc vous allez nous encourager à suivre cette voie donc. Mais bien sûr, on a besoin de direction. Le sens qu'on donne aux choses modifie la manière dont on ressent le réel. J'ai inventé une fable pour ça, que j'ai attribuée à Charles Péguy, mais Charles Péguy ne la sauront pas. C'est-à-dire qu'il va à Chartres et il voit un homme sur le côté qui sale, l'issue, il grimace et il casse des pierres. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ai trouvé pas d'autre métier, c'est absurde, j'ai mal au dos, je gagne mal ma vie, je m'ennuie. Charles Péguy reprend son trajet, il voit un homme debout qui casse. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben moi, j'ai trouvé un métier en plein air, je gagne ma vie comme ça, c'est pas mal. Il voit un troisième monsieur, le troisième, il sourit, et les rayons du bonheur lui sortent de la tête. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben vous voyez bien, moi, je bâtis une cathédrale. C'est-à-dire que c'est le même geste, avec la même casse des pierres. Mais il y en a un qui donne sens au fait de casser les pierres. Il éprouve le geste douloureux, fatigant, comme une merveille. Parce qu'il a un projet. Je bâtis une cathédrale. Bon, alors nous allons chercher à faire village. Voilà notre vision et celle que nous allons essayer de porter pour ce projet municipal. Voilà. Merci voilà, Boris. qui est un enjeu énorme parce que je suis pessimiste, je suis inquiet. Inquiet, ouais. Moi aussi. Je suis inquiet parce que quand, je vais reprendre la phrase de Durkheim, quand un groupe social est désorganisé, il vote pour un escroc culturel qui est un dictateur de droite ou de gauche, ou d'en haut. Un dictateur religieux, ça existe. Il nous faudra un petit mot d'encouragement. Qu'est-ce que vous nous souhaitez pour notre campagne municipale qui arrive sur la fin là? Eh bien, je suis optimiste parce que on court à la catastrophe. Et l'avantage de la catastrophe, c'est qu'on est contraint à évoluer, on est contraint à trouver des solutions. Donc voilà pourquoi je suis optimiste, parce qu'on est en pleine catastrophe. Merci beaucoup. Merci Boris. Merci. Merci.